Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer la session d'après-midi. Et M. Fukizawa du secrétariat modérera la réunion. La session est intitulée « Une coopération industrielle, industrie, université, gouvernement et des initiatives pour réaliser une économie circulaire ». Les experts venant d'organisations gouvernementales, des entreprises privées, des collectivités locales, ainsi que les instituts académiques du Japon et des pays partenaires présenteront leurs actions en faveur de l'économie circulaire. En basant sur les suggestions en termes de défis politiques d'action et entreprendre par les entreprises, par les populations ou de transformation numérique requises pour promouvoir l'économie circulaire, nous discutons comment mettre en relation tous ces acteurs et quels sont les défis. Pour commencer, 2 intervenants feront leur représentation et sont suivis une discussion du panel composé de 5 personnes, dont un des intervenants. Après la discussion en panel, nous prenons le temps pour des discussions, pour des questions et réponses. Au cœur de la session, vous pouvez poster des questions dans la boîte de chat de Zoom à n'importe quel moment. Et puis également indiquer votre nom et votre appartenance. Et ceux qui sont dans la salle sont priés d'écrire votre question sur le papier et lever la main afin que le secrétariat puisse le prendre. Et la session sera animée par Ichiro Adachi, expert en gestion de l'environnement de JICA. Maintenant, je passe le micro à M. Adachi. 皆様、こんにちは。本日はお忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。またオンラインの参加の皆様、ありがとうございます。Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Adachi et je suis heureux de présider la session. Comme donc, modérateur a exposé l'objectif de notre session, et dans les pays asiatiques, notamment les pays d'ASEAN et le Japon, donc le sujet de l'économie circulaire est un sujet très important. Dans le contexte très challenging, quelles sont les mesures et contre-mesures peuvent être prendre? D'abord, nous allons inviter 2 intervenants qui comprend bien la situation en Asie pour présenter l'état des lieux de l'économie circulaire. D'abord, de la part du ministère de l'économie, donc M. Ko Matsura va présenter son exposé. Monsieur Matsura, vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Je suis Matsura du ministère de l'économie, de l'environnement au Japon et je m'occupe donc de l'économie circulaire. Donc, je vais rapidement parler du système de la gestion des déchets au Japon et également quelques points récents sur la nouvelle politique vers l'économie circulaire. Voici donc le schéma qui vous montre le cadre législatif et réglementaire en matière de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Je n'ai pas suffisamment de temps, mais je vais vous dire rapidement que sur le Japon, parce que je crois savoir qu'il y a des participants de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, je vais faire un petit aperçu. En ce qui concerne la gestion des déchets, le système juridique est différent selon le pays. Au Japon, nous avons une loi sur la gestion des déchets qui est sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Mais par contre, en Asie, par exemple, en Thaïlande, il y a donc 2 filières, d'une part pour les ordures ménagères et d'autre part les déchets industriels qui sont chacune sous des ministères différents. D'abord, un pilier de notre politique, c'est donc ce que vous voyez en vert, c'est la loi 4 sur l'environnement
Conformément à cette loi, nous avons élaboré un plan fondamental sur l'environnement et nous venons également d'adopter un nouveau plan qui a été approuvé par le gouvernement. Et en dessous de ces lois et du plan, il y a des il y a des lois. Auparavant, avant que le terme de l'économie circulaire est devenu très populaire, nous avions utilisé les termes comme l'utilisation des ressources de 3R, recyclage, réutilisation et réduction. Ce sont des concepts que nous avons pu donc diffuser dans le monde. En bas, vous voyez donc une nouvelle loi adoptée en mai de l'année dernière sur une nouvelle loi pour promouvoir la circularité des ressources. En bas, vous avez différentes lois, car il y a déjà 20 ans, tout à gauche, nous avions donc une loi sur la circulation des ressources plastiques, sur les récipients plastiques. Donc, nous avions déjà cette loi et également, je pense que c'est une loi qui existe aussi en Asie, et M. Kojima en va parler, mais nous avons également une autre loi sur le recyclage des appareils électroménagers. Et puis, il y a d'autres lois individuelles qui attirent l'attention en Asie, une loi pour promouvoir le recyclage des voitures usées. Ce sont pour nous les différentes lois individuelles du recyclage qui ont déjà été mises en place depuis pas mal de temps. Et sur ce, nous avons donc actuellement de nouvelles lois cadres sur l'environnement. Voici donc sur une page sur la loi de la gestion des déchets. Je sais qu'il y a plein de choses, c'est juste pour montrer que c'est une loi assez complexe. Et là également, je sais que chaque pays a chaque système différent et c'est certainement géré de manière différente selon les pays. Au Japon, pour les ordures ménagères, eh bien, c'est à gauche. Ce sont des municipalités, des collectivités locales qui en ont la responsabilité de la collecte et du transport de ces déchets ménagers. Au Japon, il y a 1700 collectivités locales de base et chaque collectivité locale en est responsable. À droite, c'est la filière des déchets industriels. Pour cela, ce sont les préfets de chaque département qui donnent des instructions sur le transport et entre autres. Et que fait le ministère de l'Environnement? C'est la partie bleue. Eh bien, notre ministère travaille pour élaborer des politiques de base et nous apportons un soutien aux différentes entités territoriales. Je voudrais juste vous présenter une chose. Le ministère de l'Environnement travaille principalement et joue le rôle principal pour élaborer la politique fondamentale de la gestion des déchets qui a déjà été approuvée par le gouvernement. Le Japon envisage la neutralité en carbone en 2025, donc il faut promouvoir la décarbonisation et en même temps nous voulons revitaliser les collectivités locales et il y a des infrastructures en la matière qui sont devenues vétustes. Donc nous essayons de travailler sur une échelle plus large d'agglomération. Voici donc la loi du recyclage des véhicules usés. Et nous avons eu beaucoup de succès avec ce système que vous voyez ici.
Au Japon, avant, les voitures usées étaient à la décharge. Et parfois, il y avait même des décharges sauvages des véhicules usés. Mais depuis 10 ans, 20 ans, la nouvelle loi a été votée et depuis l'adoption de cette loi, nous avons pu réduire de 90% la décharge de ces véhicules usés. Dans les pays asiatiques, je crois qu'il y a beaucoup de discussions pour promouvoir le recyclage des véhicules usés. Au Japon, ici, avec ce schéma, c'est celui qui achète le véhicule neuf qui paye la consigne, les frais nécessaires pour le recyclage. Donc, au final, à la fin du cycle, lorsque nous avons besoin d'éliminer, de traiter les véhicules usés, ce sont les frais qui ont déjà été payés en avance. C'est les coussins gonflables et les fréons devraient être récupérés de manière appropriée et bien traités, comme prévu. Et, et les résidus de broyage automobile, RBA, pour nous fournir de nouvelles ressources. Donc, le recyclage des résidus des broyages automobiles est utile pour revaloriser les ressources. Et je peux vous dire que nous avons déjà atteint 85% de recyclage de ces résidus des automobiles broyées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la lutte contre la décharge sauvage a connu un succès. Il y a 20 ans que la loi a été adoptée en 2003 et depuis, nous avons pu réduire de 98% les décharges sauvages. À droite, c'est la graphique des décharges illégales et ensuite, avant et après l'adoption de la loi, vous voyez une nette différence. À gauche, c'est le taux de recyclage des résidus des broyages automobiles. 95%, c'est quand même un pourcentage très élevé, mais ces derniers temps, il y a une stagnation. Donc, nous pensons qu'il faudrait introduire des technologies plus sophistiquées pour améliorer. Et voilà donc la loi sur le recyclage des appareils électroniques qui a eu du succès. En Asie, je crois qu'il y a aussi beaucoup de systèmes qui ont été introduits. Donc peut-être notre exemple pourrait vous donner quelques idées. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont les utilisateurs qui vont, lorsque ces utilisateurs vont déposer les appareils électroménagers, eh bien, ce sont les utilisateurs qui vont payer les frais de recyclageurs. Et il y a également les détaillants et les recycleurs qui ont leur aussi une responsabilité pour bien traiter. Et là, pour ces appareils électroménagers, il y a un taux très élevé de recyclage. Pour les climatisateurs, 93% de recyclage. Et pour les machines à laver, nous avons également la lave-linge. 92% des appareils ont pu être revalorisés. En Asie, peut-être en Afrique également, vous avez peut-être des enjeux, mais le problème c'est de savoir comment on peut bien recycler et que chaque ménage puisse participer à ce schéma et que ces appareils usés soient transportés à des acteurs, à des opérateurs responsables. C'est donc la constitution de ce schéma qui est important. Ensuite, je vais vous parler sur l'économie circulaire. En juillet dernier a été voté un conseil ministériel sur l'économie circulaire.
c'est le secrétaire en chef du cabinet qui va présider ce conseil avec les vice-présidents du ministère de l'Environnement et Métier, le ministère de l'Économie et du Commerce et de l'Industrie. C'est un conseil de assez haut niveau pour travailler sur l'économie circulaire. J'y reviendrai, mais l'économie circulaire s'inscrit dans la stratégie nationale. Il y a un package de différentes mesures par ministère pour contribuer à l'économie circulaire avec des budgets qui ont été votés. Et au sein de ce conseil, il y a donc en décembre dernier, il y a eu donc des décisions qui étaient prises. Je crois que vous pouvez regarder le site de l'Office du Premier ministre pour voir les détails. Cette page montre donc le plan national fondamental pour aller vers l'économie circulaire. C'est l'économie de l'environnement qui joue le rôle principal, mais ce plan a été voté l'année dernière pour promouvoir l'économie circulaire. Le gouvernement dans son ensemble a donc discuté pour identifier les secteurs clés. L'économie circulaire ne devrait pas se limiter à la gestion des déchets. Il faut aussi penser et contribuer au changement climatique, au problème de changement, à la lutte climatique et également pour d'autres domaines. Et le Japon a donc aussi bien inscrit tout cela dans la stratégie nationale. Et il faut que les mesures adoptées soient propices à revigoriser les villes de province. Le Japon a beaucoup de PME et il faut mettre en valeur les PME qui sont situées dans les villes de province pour revitaliser les régions. La coopération internationale est bien sûr aussi un aspect important de cette politique. Et en bas, vous voyez les domaines prioritaires, à savoir plastique, biomasse, biomasse, déchets alimentaires sont des domaines prioritaires. Bon, je manque de temps, donc je vais sauter, mais cette page concerne les différentes mesures pour revigorer les villes de province. Et la ville d'Osaki à Kagoshima a un exploit d'avoir récupéré plus de 80% des déchets. Si vous cherchez sur Google Osaki-cho, vous verrez tout de suite les détails de l'initiative de cette ville. L'océan est également un domaine important pour que nous puissions mener une coopération internationale. Peut-être M. Kojima va y référer. Nous avons l'année dernière, du fait que la coopération dans la région d'ASEAN a connu son 50e anniversaire 2023, nous avons donc signé un package de différentes mesures. Ce sont des mesures qui sont prises à haut niveau. C'est pour une coopération internationale sur l'environnement, sur le changement climatique, entre autres. Je crois que dans les sessions d'après, vous allez parler de l'Afrique. Le ministère de l'Environnement, le PNE, la ville de Yokohama et Yone Habitat travaillent pour promouvoir les villes propres en Afrique. Donc, il y a 47 pays d'Afrique et 186 villes adhèrent à cette plateforme ACCP. Donc, c'est un cadre très important. Et
Et en août 2025, au moment de la TICAD, la CCP va auparavant organiser l'Assemblée générale. Et nous travaillons actuellement sur la déclaration qui sera adoptée à ce moment-là. Il s'agit du partage des expertises et du renforcement de la coopération. Vu le temps que je pourrais aborder rapidement, c'est la nouvelle loi japonaise qui a été adoptée en mai de l'année dernière concernant pour renforcer l'économie circulaire. La coopération du secteur privé des affaires est cruciale. Donc, pour renforcer cette coopération, que pouvons-nous faire? Eh bien, c'est avec cette loi, nous allons pouvoir faire un pont entre les fabricants et les recycleurs. Donc, il s'agit d'une loi qui envisage cette coopération entre les fabricants et les recycleurs. Et désormais, il faut plus travailler pour réaliser des produits à partir des matériaux recyclés. Il faut à la fois s'assurer de la qualité et de la quantité. Donc, nous voulons appliquer cette loi pour pouvoir davantage. La loi sur la gestion des déchets est très stricte. Les déchets industriels au Japon, si on les veut revaloriser, il faut avoir l'autorisation de toutes les 47 départements japonais. Mais avec la nouvelle loi en ce qui concerne les technologies de pointe très sophistiquées et qui ont eu l'accord du ministre de l'Environnement, eh bien, une autorisation sera applicable dans tout le Japon. Là, ce sont des détails que vous allez aussi pouvoir trouver sur le site Internet. Si vous vous êtes intéressé, je vous invite donc à voir sur le net. Le temps me manque, donc j'étais très sommaire et rapide, mais je crois j'ai voulu vous présenter les discussions actuelles au Japon sur l'économie circulaire et la politique en la matière, également aussi de la gestion des déchets. Merci, Monsieur Matsula. Merci beaucoup, Monsieur Matsuala, d'avoir présenté l'état des lieux d'avancement de l'économie circulaire au Japon. Donc, ensuite, nous allons écouter la présentation de l'état des lieux sur ASEAN. Donc, nous allons inviter Monsieur Michikazu Kojima, qui est chercheur principal au Centre d'études interdisciplinaires de IDU, JETRO. Oh, bonjour, je suis Kojima. Je suis heureux de présenter l'économie circulaire dans la région asiatique. Voilà, donc économie circulaire, donc nous avons le concept 3R, réduire, réutiliser, recycler. Mais il y a d'autres initiatives dans le monde. Je passe un peu, je saute un peu. Dans les pays en voie de développement, donc il y a des ramasseurs de déchets qui cherchent les déchets valorisables qui ont une valeur pour générer un revenu. Donc voici des pratiques faites dans ces pays. Et la photo représente l'État de Jakarta. Donc c'est la rue piétonne. Et à cette occasion, donc, un ramasseur cherche les bouteilles PET parce que les bouteilles PET ont beaucoup de valeur. C'est pourquoi il y a beaucoup de ramasseurs de PET. D'autre part, dans le site de décharge, il n'y a pas beaucoup de PET, bouteilles de PET. Il y a plusieurs sortes de plastiques. Et certains plastiques ne sont pas collectés par les ramasseurs de déchets.
Donc, sur le site de décharge, il y a des ramasseurs de déchets pour valoriser, pour gagner le revenu, mais peu de plastique collecté à ce site. Et il y a plusieurs sortes de plastique, plusieurs variétés de plastique, et la demande de recyclage dépend de besoins de recyclage. Donc, les ramasseurs de déchets cherchent les plastiques plus valorisés et également donc temps de recherche. Donc, cherchent les plastiques plus valorisables. Et en Thaïlande, il y a des magasins de brocante, bien bric-à-brac. Il existe une sorte de chaîne de brocante en Thaïlande ou à Bali. Et ces magasins donnent les informations sur le prix d'achat de chaque produit. Et il y a des succursales, il y a des agences dans d'autres régions pour collecter les déchets. Une chaîne d'enseignes change donc 2 fois, 3 fois de prix d'achat suivant le cours de marché, cours de prix de marché pour acheter les matières plastiques à haute valeur. C'est parce que les magasins de brocante proposent un prix d'achat, donc les ramasseurs apportent les déchets à ces magasins. Et un des problèmes, un des fléaux de recyclage, il s'agit de la pollution causée par le recyclage. Vous voyez donc extraction de or, de circuits intégrés, de puces. Pour extraire or, donc on réchauffe les circuits intégrés et à gauche, donc voici la photo qui représente les câbles enrobés et qui sont brûlés. Donc pour le recyclage, dans certains pays, en recyclant ces déchets, donc on provoque la pollution en même temps. En ce qui concerne les matières plastiques, il y a des sites de stockage. Et ces sites de stockage se trouvent sur le sol, c'est-à-dire une sorte de stockage à ciel ouvert. Il est nécessaire de bien stocker dans un endroit caché et couvert. Et pour mener à bien une économie circulaire, alors je saute un peu. Il y a plusieurs actions, plusieurs mesures ont été prises dans la région de ASEAN et concernant la responsabilité élargie des producteurs, il faut tenir compte de cette responsabilité, mais le démarrage se fait très doucement pour bien collecter les déchets à recycler. Dans les pays asiatiques présente un exemple de Japon. Donc, il faut concevoir la méthode et le schéma de recyclage de manière adéquate. Par exemple, au Japon, donc, dans les années 1990, il y avait des bouteilles colorées, mais il est difficile de bien recycler les bouteilles de PET colorées. Donc, il n'y a pas suffisamment de demande. Donc, il faudrait mieux utiliser les bouteilles PET transparentes, sans coloration,
pour bien recycler. Et les plastiques, déchets plastiques sont moins valorisés lorsque les bouteilles sont colorées. Et également, il y a des magasins de remplissage de contenu dans un boîte récipient vide. Et pour les personnes venant des pays asiatiques, donc au Japon, nous avons le site qui s'appelle Ekotan, destiné à faire le recyclage de plusieurs matières, une sorte de zone industrielle pour le recyclage. Et il y a plusieurs ateliers et les ateliers se coopèrent pour trouver une bonne solution de combinaison. Et également concernant polystyrène expandé, donc, dans certains pays, donc, il y a des difficultés de recycler donc, polystyrène expandé. PSE. Parce que PSE est volumineux, il est difficile de transporter et le coût de transport est assez important. Donc, au Japon, donc, dans le marché de recyclage, dans le marché, pardon, il y a un compresseur qui permet de compresser et comprimer ces PSE. Donc, on peut passer PSE comprimé vers le site de recyclage. Donc, il faut réduire le volume de PSE en utilisant ce type de technologie. Et également, donc, les flotteurs qui sont utilisés pour la pêche devront être recyclés. Et si l'encombrement est comme ça, donc, les particules, c'est un microplastique, transpirent dans l'eau de mer. Donc, il faudrait éviter donc, cette fuite de microplastique. Et également, il faudrait prévoir normes industrielles des plastiques recyclés afin que les plastiques recyclés soient utilisés sains et saufs dans le marché de production des produits plastiques à la base des ressources plastiques recyclées. En Malaisie, donc, le gouvernement commence à élaborer la loi sur les normes industrielles des plastiques recyclés. Voici un autre exemple de tuyau en PVC. Donc, par exemple, norme exige que extérieur et intérieur doit être PVC vierge, mais à la couche moyenne, donc entre les deux couches vierges, on peut mettre PVC recyclé. Voilà, c'est un des exemples de normes industrielles. Et également concernant l'achat, donc on a une initiative de marché public écologique, achat public écologique. Donc il faudrait créer la demande pour créer le marché. Voilà, donc merci beaucoup. C'est la fin de ma présentation. Merci de votre attention. Merci, M. Kojima. M. Kojima est le premier chercheur en matière de recyclage et de l'économie circulaire. Nous aurions bien voulu écouter davantage, mais du fait que nous avons des contraintes de temps qu'il faut passer à la table ronde, nous allons peut-être modifier la scène pour cette
Pour cette table ronde, il y aura Monsieur Kojima et le docteur Masamak Donti et également du Vietnam. Nous aurons donc le directeur docteur Laiba Main et de Philippines. Nous allons écouter Monsieur Lao et de la société Inviprofor. Nous allons recevoir M. Kitazune. Ce seront donc les discutants et ils vont donc parler de la situation en Thaïlande et en Philippines et de l'économie circulaire et pour que nous puissions mieux approfondir notre compréhension en matière de l'économie circulaire. Et Madame et Messieurs qui participent en ligne, est-ce que vous nous entendez? Merci. Nous vous prions également d'allumer la vidéo. Madame Sujita Vasana Dumborancho. Et nous écouterons tout d'abord des panélistes les situations actuelles de l'économie circulaire et également les initiatives du secteur privé. Désolé d'être très court, 5 minutes. D'abord, Madame Sujitra, est-ce que vous pourriez donc nous parler? Bonjour à tous et à toutes. Je souhaiterais vous montrer mon PowerPoint. J'espère que vous pouvez entendre ma voix. Je n'ai que 5 minutes, donc je vais être très succincte. Parfait. Donc, je m'appelle Sujitra Vasadumrongdi de l'Institut de recherche environnementale sur la durabilité de l'Université de Chulalongkorn. Je vais vous parler de mon travail. Donc, je travaille sur la gestion des déchets et des politiques publiques de gestion des déchets depuis une dizaine d'années maintenant. Je souhaiterais me focaliser sur le niveau national pour mon intervention. Qu'en est-il de l'historique, donc de la gestion des déchets en Thaïlande? Nous avons 27 millions de tonnes générées, une utilisation de 34% correctement traités et 28% des déchets qui ne sont malheureusement pas bien gérés. Par exemple, jetés dans des décharges à ciel ouvert. Nous avons régulièrement des incidents, des incendies qui ont lieu dans ces décharges à ciel ouvert. Par exemple, en janvier de cette année, il y a juste 2 semaines, nous avons eu un incendie important à Samut Prakarn, donc une ville près de Bangkok, durant laquelle la pollution de l'air et des particules 2.5 ont été particulièrement importantes. Nous avons également un certain nombre de risques de catastrophes naturelles, comme les inondations, qui peuvent toucher les décharges. Donc on peut voir ici qu'il y a sous cette couche de terre donc une décharge de déchets qui a été mise à jour par l'inondation. Ensuite, nous pouvons voir ici un certain nombre donc d'effets négatifs de ces décharges à ciel ouvert, notamment des problèmes de santé, puisque nous avons un certain nombre donc d'organisations de collectivités territoriales qui ne sont pas très grandes. Nous avons plus de 7850 collectivités territoriales en Thaïlande et donc elles n'ont pas le seuil critique pour gérer, dans la plupart des cas, les déchets de façon correcte. Et donc, nous avons mis en œuvre une loi et des mesures spécifiques pour collecter les déchets. Mais malheureusement, cette loi n'a pas changé l'état d'esprit des utilisateurs
Et donc, nous avons besoin donc de sensibiliser nos habitants. Et donc, pour l'instant, le gouvernement se concentre sur la transformation des déchets en énergie. Donc, nous avons toujours une petite dichotomie en termes d'économie circulaire et d'utilisation de ces déchets de façon pérenne. Donc, comment se fonctionne notre système de gestion des déchets solides? Eh bien, ici, vous pouvez le voir, nous avons donc la chaîne et nous avons un certain nombre de pertes de déchets en cours de route. Nous travaillons heureusement avec des pays partenaires comme le Japon notamment pour optimiser notre chaîne de gestion des déchets. Et nous avons donc en Thaïlande un problème d'instruments de politique publique pour encourager cette économie circulaire. Nous avons effectivement quelques outils de recyclage en tant que tels, mais peu qui gèrent l'ensemble donc de la chaîne circulaire. Et vous pouvez voir ici donc un modèle qui a été mis en avant par le ministère de la Santé, qui cherche à promouvoir l'économie verte et biocirculaire dans son agenda de feuille de route Thaïlande 4.0. Donc l'économie circulaire va chercher à réduire les déchets, à promouvoir une utilisation efficiente des ressources en utilisant les matériaux recyclables. Et cette politique a été adoptée au sein de notre agenda national politique en 2021-2023. Nous avons donc maintenant une feuille de route sur le développement de l'économie circulaire en Thaïlande et un certain nombre donc d'objectifs et d'opportunités pour l'économie du secteur privé. Nous avons placé un certain nombre d'objectifs industriels, notamment en termes de matériaux de construction, agriculture et gestion alimentaire et des déchets alimentaires et gestion enfin des déchets plastiques, puisque nous avons beaucoup d'entreprises industrielles et nous collaborons avec le plan d'approvisionnement industriel national afin d'encourager les investisseurs à investir dans ces domaines donc, de l'économie circulaire. Voici concrètement quelques programmes clés de l'économie circulaire. Je ne vais pas m'y attarder. Nous avons des plans d'action liés donc à la gestion des déchets plastiques. Nous avons un plan d'action qui se déroule sur 5 ans, de 2022 à 2027. Mais ce plan donc, devrait conduire à terme à la création d'une loi sur la gestion des emballages d'ici 2027. Et donc, moi, en tant que chercheuse de politique publique sur la gestion des déchets, je pense qu'il est important qu'on ait une loi fondamentale qui intègre un certain nombre d'éléments publics, notamment la gestion des déchets, sur l'ensemble de la chaîne qui nous permettrait donc de mettre en avant l'économie circulaire. Et c'est vraiment difficile de voir un petit peu comment s'emboîtent les différentes législations à l'heure actuelle. Nous avons plus d'une dizaine de lois à l'heure actuelle pour traiter la gestion des déchets, mais nous n'avons pas une loi intégrée. Et c'est la raison pour laquelle cette loi de promotion de l'économie circulaire sera, lorsqu'elle sera donc adoptée, je l'espère, particulièrement utile. Malheureusement, le gouvernement en Thaïlande a changé récemment et le nouveau gouvernement est moins proactif vis-à-vis de l'économie circulaire que l'ancien. Donc, nous allons donc essayer d'avancer et
Mais moi, je vais continuer à maintenir et à plaidoyer pour l'importance de l'économie circulaire pour que nous transformions donc ce concept en action en Thaïlande. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. 政策、サーキュラーエコノミーの政策の取り組みについて、また課題も含めて、本当に濃い内容について、短い時間でもご紹介ありがとうございました。続きまして、ベトナムの Ensuite, nous allons donc demander au docteur Laim Pham Mein qui va nous parler de l'économie circulaire au Vietnam. À vous. Merci, professeur Adachi, et merci à l'AJICA de m'avoir invité. Alors, à partir d'ici, je vais vous parler de l'économie circulaire au Vietnam. Tout d'abord, je voudrais donc remercier à nos amis de l'AJICA et au professeur Adachi de nous apporter toujours votre coopération. Pour ma part, nous travaillons pour l'économie et l'environnement dans notre pays et en dépit avec les élites du gouvernement. Nous avons déjà la politique et les mesures. Quelles sont les lois et les politiques vietnamiennes en matière de l'économie circulaire? Depuis 2012, nous avons donc établi une stratégie de l'économie circulaire et d'ici 2030, nous avons établi des objectifs et nous allons modifier également les lois et les réglementations. Donc, pour notre part, nous voulons donc proposer de nouvelles politiques afin de pouvoir créer un avenir de notre pays. Nous avons déjà mis en place beaucoup de lois et des directives jusqu'à la 2010. Nous avons une stratégie, nous avons une planification, mais l'économie circulaire est quelque chose de crucial pour un développement durable. Certes, il y a la réglementation, mais le développement social a déjà donc intégré le concept de l'économie circulaire pour que ce concept soit bien enraciné au Vietnam. Voici le cadre législatif de l'économie circulaire au Vietnam. Il y a deux branches. La première, c'est à gauche, c'est l'orientation politique. Il s'agit d'une stratégie économique et sociale pour planifier un développement social. Et en outre, nous avons des stratégies de protection de l'environnement. Et la dernière stratégie, la plus récente, est également intégrée dans le schéma. En matière de l'économie circulaire, le Vietnam tiennent en compte des différents éléments scientifiques et autres. Dans un autre cadre, je passe au côté de la législation. Eh bien, il faut citer l'article 142 en matière de l'économie circulaire. Avec cet article, dans cet article sont mentionnés des éléments importants: réduction des matières premières, prolongation de cycle de vie, réduction de production des déchets. Voilà, ce sont des choses qui sont intégrées. Et troisième alinéa de l'article 142 stipule qu'il faut travailler de la conception jusqu'à la finalisation du produit, réduire
matières premières. Nos amis du Japon, nos amis de l'ASEAN, avec eux, le Vietnam possède à sa disposition un outil important en matière de la politique de l'économie circulaire. Il s'agit d'un outil pour examiner notre politique en la matière. Un financement vert, la fiscalité verte sont des mesures qui sont examinées. En 2020, le plan national d'action est élaboré à partir du décret de 2020. Et dans l'économie circulaire, nous avons pu élaborer un plan d'action. Voilà donc le cadre principal, le cadre de l'économie circulaire de notre pays. Je crois que le Vietnam travaille pas mal dans la communauté internationale. Nous avons intégré ce concept de l'économie circulaire pour promouvoir cette économie circulaire au Vietnam. Voilà donc l'article 142 concernant l'économie circulaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Puisque j'en ai parlé, je vais sauter. Voici donc le décret du 1er octobre 2022 qui précise un certain nombre d'articles de la loi sur la protection de l'environnement. Par exemple, l'article 138 stipule les critères, l'article 139 stipule la responsabilité et également la feuille de route avec l'article 139, avec l'article 140, nous pouvons lire le mécanisme visant à encourager la mise en œuvre de l'économie circulaire. Cet article 140 promeut pour que ce mécanisme de l'économie circulaire soit bien enraciné dans notre pays. Pour terminer, je voudrais parler de la structure de plan d'action national. La semaine dernière au Vietnam, le plan d'action national a été renouvelé pour être prolongé jusqu'à 2035. Auparavant, c'était un plan décennal, mais pour mettre plus d'accent sur les produits durables et pour améliorer l'efficacité de recyclage, nous avons sélectionné des secteurs prioritaires. Les points importants pour promouvoir l'économie circulaire au Vietnam, eh bien, pour cela, nous pouvons donc citer la production, la manufacturière ou le tourisme. Ce sont des domaines auxquels nous mettons l'accent. Et nous travaillons dans le cadre de la planification de l'ASEAN et nous voulons impliquer les différents acteurs pour mettre en œuvre ce plan. Il faut également la politique et des mesures. Nous avons déjà la politique de la responsabilité élargie du producteur et bien d'autres. Et tout en mettant à profit ces lois et ces réglementations, nous voulons donc relever le niveau économique de notre pays. Pour la production et la consommation, nous avons besoin de secteur privé pour le financement vert et pour les critères verts. Il faut qu'il y ait donc l'implication des autres acteurs. Nous voulons donc amplifier toutes ces idées dans la société civile. Il faut la gestion. Et d'abord, ce qui est important, c'est que nous avons pu lancer des actions grâce à la JICA. Et pour terminer, il faut citer également la collaboration, la surveillance, le monitoring et l'évaluation. Dans l'ensemble, si on peut
Mettre en œuvre tout cela, nous allons pouvoir, avec ce plan d'action, nous allons solliciter les fonds du Japon et des autres organismes pour que le Vietnam devienne un pays de l'économie circulaire. Voilà, donc j'en ai terminé sur la présentation de la situation de notre pays. Merci beaucoup de votre présentation. Votre plan d'action sur l'économie circulaire est important. C'est vraiment le gouvernement qui est au cœur de cette action. Pendant la rédaction, la JICA a participé aussi et a pu officiellement, dans le cadre de l'adoption de ce plan au niveau national, participer. Et nous souhaitons bien évidemment continuer à soutenir ces efforts dans la mesure de nos moyens. Merci. Nous allons maintenant demander aux Philippines, à M. Lao, sur le système donc, de EPR, de nous parler un petit peu du fonctionnement de ce mécanisme. Le système EPR, c'est le système de responsabilité élargie du producteur. Bonjour à tous et à toutes. Tout à fait. Donc je vais vous parler de ce système de responsabilité élargie du producteur et de l'économie circulaire aux Philippines. Donc la responsabilité élargie du producteur est un concept qui a été mis en place sous forme de loi en 2022 et qui a été utilisé en place d'un bannissement, donc d'une interdiction d'un certain type de produits, comme par exemple les plastiques. Donc, au lieu d'interdire les plastiques, nous avons décidé d'engager les producteurs dans le cadre de cette responsabilité qui les oblige à mener à bien un certain nombre d'actions. Donc, nous avons imposé cette responsabilité uniquement sur les emballages plastiques. Et cette responsabilité ne s'active qu'à partir du moment où la loi a été mise en place pour promouvoir donc la circularité de l'ensemble de l'économie. Donc, les cibles ont été mises en œuvre par le gouvernement, 60% durant les premières années. On a commencé à 20%, 20% en 23, 40% en 24, 50% en 25. Et nous faisons en sorte que ensuite, à la fin, l'ensemble de l'industrie et des partenaires soient impliqués et soient liés par cette responsabilité producteur. Donc, que doivent faire les entreprises qui participent à ce programme? Eh bien, elles doivent être en conformité avec un certain nombre de lois. Elles doivent se conformer à un système de monitoring et d'évaluation régulière. Elles doivent avoir une compagnie d'audit tierce qui va vérifier les systèmes de production, de récupération et de traitement du plastique. Et nous avons lancé donc cette initiative en 2022-2023 et nous avons évidemment fait un audit des empreintes et des volumes traités dans les années qui se sont écoulées depuis la mise en œuvre de cette responsabilité. Donc, au début, nous avons commencé avec un volume de 337 millions et le gouvernement reçoit toujours des demandes d'intégration de responsabilité et nous avons donc pu diverger 64 millions de tonnes de plastique qui auraient dû être normalement donc enterrés en décharge et nous avons pu les diverger pour les utiliser à d'autres utilisations. Nous utilisons la norme ISO 59000 pour gérer nos outils d'économie circulaire pour les Philippines. Donc, l'étape suivante pour nous, c'est de partager cette norme le plus rapidement possible avec le plus de parties prenantes possible. Avec nos parties prenantes,
notamment en termes avec les fournisseurs. Nous avons un certain nombre de mécanismes de collaboration, notamment avec des grandes marques internationales. Nous avons créé notre propre feuille de route sur l'emballage qui a été intégrée dans notre programme donc de responsabilité, et nous avons aussi adopté un mécanisme de réduction des déchets qui intègre également les normes de réutilisation et de récupération des déchets. Ce système, le gouvernement et les entreprises sont obligés, et les firmes d'audit également, sont obligés de participer à l'ensemble de ce mécanisme. Mais ce système touche les entreprises privées, mais aussi les ONG, tout type d'organisations qui utilisent des produits plastiques pour l'emballage. Et les entreprises donc doivent déclarer leur empreinte plastique, leur empreinte déchets. Elles sont ensuite un certificat, et nous avons un portail Internet qui permet aux entreprises de s'inscrire et d'obtenir, après audit, leur certificat de responsabilité producteur. Et ils peuvent obtenir des crédits, et ils peuvent vendre également ces crédits pour obtenir un certain nombre d'autres avantages. Voici donc un petit peu les chiffres clés. Nous avons donc diverti 58 000 tonnes par semaine donc de déchets. Nous avons donc pu, pour les déchets solides, éviter un certain nombre donc de déchets de partir à la décharge pour les remettre dans l'économie circulaire. Et voilà, c'était ma présentation. Elle était brève, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Le système de responsabilité producteur des Philippines est particulièrement intéressant, et nous sommes très heureux de voir que ce système est mis en place. Merci. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à la présentation suivante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais présenter notre société, et également je voudrais présenter les difficultés à construire l'économie circulaire dans les pays en voie de développement. Permettez-moi de m'asseoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter notre société Envio Pro Producing, dont je suis partie, est une société de recyclage. Et j'ai évoqué donc la question de recyclage. Nous travaillons donc les véhicules en fin de vie, les appareils ménagers, les batteries, toutes les sortes de structures métal et les déchets industriels solides et non dangereux. Après avoir démonté, écrasé, trié et séparé, nous les transformons en matériaux tels que les métaux ferro et non ferro, les métaux précieux et les métaux rares pour matériaux de base de métal, ou bien les plastiques et les caoutchoucs pour les matériaux à la base de polymères ou un combustible dérivé de déchets. Donc ça fait 70 ans que nous travaillons dans le secteur de recyclage, et M. Matsura a déjà présenté. Donc nous recyclons les véhicules usés en fin de vie ou bien électroménagers, et nous sommes un professionnel de l'économie circulaire, la circularité, pour contribuer à la société. Voici une photo d'un marché de recyclage au Vietnam. Donc, intervenant précédent a expliqué, mais on traite toutes sortes d'objets, donc motos, électroménagers, pour récupérer toutes les sortes de choses qui seront recyclables. Et donc, ce sont des objets qui sont démontés et décomposés pour réutiliser. À la fin de leur vie, ils sont démontés donc manuellement, et la durée de vie est plus longue.
qu'au Japon, il s'agit d'un meilleur exemple de l'économie circulaire au Vietnam? C'est la question. Ce schéma représente la distribution de recyclage pour les déchets post-industriels et les déchets de post-consommation. Malheureusement, cette étape n'est actuellement visible. La circularité n'est pas évidente. Les problèmes, risques sanitaires, de sécurité et de conformité et économiques ne sont pas identifiés. Aujourd'hui, donc, il faut faire face aux impératifs sociaux, la responsabilité élargie de producteurs, la gouvernance et l'économie circulaire, et la pression augmente pour que les choses changent. Que faut-il? Les émetteurs, les recycleurs et les décideurs politiques doivent avoir une vision commune pour résoudre les défis de la société et la volonté d'y parvenir. Certes, cela prendra du temps, mais les résultats seront visibles. J'en suis convaincu. Nous travaillons actuellement sur plusieurs projets au Vietnam. Nous sommes au début de notre travail, mais heureusement, nous avons la chance de trouver des partenaires prêts à s'engager. Donc, nous avons déjà commencé le stade de POC, Proof of Concept, mais la situation est très challenging parce qu'il y a déjà le système de distribution et qui est déjà solide et l'introduction d'un nouveau système ne serait pas facile, j'en suis certain. Et avec les partenaires, nous partageons la ferme volonté de respecter les principes, de faire face à la réalité et de trouver une solution. Autant de défis que l'opportunité à saisir, que nous relevons avec un plan pour atteindre leur forme idéale. En cas d'invisibilité et de manque de gouvernance, introduisons les responsabilités élargies du producteur comme un outil d'économie circulaire pour les rendre visibles. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons apporter en tant que MV Pro, apporter notre expertise. Si l'infrastructure est immature, une capitalisation des technologies et de savoir-faire des 20 dernières années, ainsi que les avancées techniques actuelles, telles que la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Ce sont des technologies de pointe qui permettraient de réaliser un développement progressif et tout en conciliant, par exemple, la pratique de travail à haute intensité de manœuvre avec un rebond de développement qui n'est pas prisonnier de passé, un équilibre peut être trouvé entre ces deux approches. Merci de votre attention. Monsieur Kitatsume, merci beaucoup. Nous avons donc effectivement besoin du savoir-faire du secteur privé pour faire avancer l'économie circulaire. Et la présentation que nous venons d'écouter nous donne quelques indices sur les façons dont nous pourrions améliorer les mécanismes en cours. Et j'espère que vous pourrez à nouveau bénéficier des conseils des entreprises du secteur privé à l'avenir. Nous avons donc sur l'économie circulaire un certain nombre de problématiques et je souhaiterais maintenant vous demander de prendre la parole pour rebondir, professeur.
Effectivement, les pays d'Asie du Sud-Est développent de plus en plus ce concept d'économie circulaire et de responsabilité producteur, mais il y a encore des progrès à faire puisque ces mécanismes ne sont pas diffusés sur l'ensemble du territoire national en général et donc juste sur des points localisés. Donc il faut faire des efforts pour la diffusion de ces concepts au niveau géographique. Et au Japon, il y a, en termes de collectivités locales, un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place un peu partout sur le territoire. Et les capacités des collectivités japonaises sont fortes. Et c'est essentiel parce que c'est à partir de la collectivité locale que se développe ce mécanisme et que ce mécanisme s'applique sur le terrain. En termes de marché, bien sûr, il y a aussi le principe de l'offre et de la demande, et donc qu'il s'agisse donc de la pollution environnementale et comment dire, si par exemple les salaires ne sont pas assez élevés aussi, il y a d'autres problématiques à traiter dans la diffusion de l'économie circulaire. Il y a d'autres impacts extérieurs également sur ce concept. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, on a vu qu'il y a des nouvelles réglementations sur l'économie circulaire qui ont été mises en œuvre récemment. Et c'est en train de changer en ce moment sur différents aspects. Et donc, ces lois ne sont pas limitées juste à un pays dans ses frontières. Il faut aussi également voir ce qui se passe à côté, dans les autres pays, dans la zone. Donc ça, c'est important de voir au-delà de ces frontières. Pour les petits pays, eh bien, écoutez, il y a un certain nombre de difficultés particulières aussi à appliquer ces principes de recyclage ou d'économie circulaire dans l'industrie notamment, par exemple pour les matériaux rares ou pour les minerais ou les métaux. Et il y a un seuil critique à partir duquel ça fonctionne et donc il faut peut-être penser à des systèmes de coopération entre pays voisins également pour faciliter la mise en œuvre de certains nombres de mécanismes ou de principes dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Kojima. Effectivement, vous avez dit que c'était important, par exemple, que la collectivité territoriale, comment elle peut s'approprier cette problématique, comment on peut utiliser les éléments de marché à son avantage, comment est-ce qu'un pays peut collaborer avec ses voisins également pour avancer dans la mise en œuvre de ces éléments. On a parlé du leapfrogging tout à l'heure aussi, donc du saut technologique. En Philippines, par exemple, on a pu voir une avancée particulièrement rapide grâce à l'implication du gouvernement qui correspond à ce type de concept. Donc, on voit qu'il y a plusieurs situations, plusieurs éléments clés, plusieurs mots-clés dans l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on doit intégrer ce processus? Eh bien, écoutez, je souhaiterais qu'on demande à nos panélistes un commentaire. Et je vais demander donc tout d'abord à M. Kitazume donc, de prendre la parole au nom du secteur privé. Oui, donc au nom du secteur privé, donc je suis désolée, mais le gouvernement japonais et le gouvernement de pays tiers comptent sur le secteur privé, notamment exportation de machines et également donc, équité de commerce. Et également, le panel a évoqué donc l'économie circulaire est bon, mais si on dit tout simplement on ne peut pas modifier notre société. Donc, il faudrait d'abord avoir le mécanisme public pour inciter l'économie circulaire. Et également, donc, il faudrait avoir la sensibilisation de la population pour réaliser une économie circulaire. Donc, Monsieur Matsubara a évoqué une loi pour avancer le recyclage.
Il faudrait préparer la législation, un cadre législatif pour avancer l'économie circulaire. Bien sûr, il faudrait fixer objectifs hauts, mais pour relever le défi, donc il faudrait penser également la situation de terrain, la réalité de terrain. Et dans notre secteur, qui est assez ancien, mais la législation est assez souple. C'est pourquoi on a le marché secondaire, marché informel, dit-on. Donc, au-delà de sécurité, il faudrait penser les défis de la société, défis sociétals. Donc, il est difficile de faire un saut, mais de passer de manière progressive. Il faudrait avoir plusieurs incentives et le cadre législatif pour avancer la sécurité. Les Philippines, vous avez la parole. Monsieur Lao. Excusez-moi, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, nous avons eu un certain nombre de commentaires venant de différents pays avec des mécanismes différents, mais sur le terrain, on a un certain nombre de problématiques sur le recyclage, l'économie circulaire. Et donc, chaque pays a présenté ses problèmes opérationnels sur le terrain. Et comment est-ce que vous comptez surmonter ces problèmes, notamment en utilisant les forces du secteur privé ou les forces du secteur public? Donc, quelles sont vos problématiques? Comment vous avez l'intention de les surmonter? Effectivement, pour l'économie circulaire, c'est important que chaque partie prenante joue le rôle qui lui a été attribué. Et ça commence par le consommateur, en passant par les entreprises et le gouvernement. Et donc, nous devons vraiment jouer notre rôle si on veut travailler pour la création d'une économie circulaire. Et je recommanderais de commencer par une bonne éducation. Il faut qu'on soit tous alignés sur le sens du concept d'économie circulaire. Parce que si chacun a un concept, une interprétation différente du mot circularité, eh bien, on ne va pas s'en sortir. Donc, à partir de là, il faut mettre en place des motivations. Ça va coûter cher au début de passer à une économie circulaire. Donc, il faut mettre en place des incitations pour recycler, par exemple, sur les produits ou les emballages, afin que on soit tous sur la même ligne. Donc, il faut vraiment mettre en place des incitations, et pas seulement réglementaires, hein, des vraies incitations fortes pour limiter les coûts. Et les parties prenantes, ainsi, pourront s'intégrer. Donc, éducation et incitation. Merci pour vos recommandations, Monsieur Lao. Je vais demander maintenant à Madame Sujitra de Thaïlande de prendre la parole. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indices sur la façon dont vous souhaitez surmonter les problématiques que vous rencontrez sur le terrain? Oui, nous avons un problème de fragmentation des ministères en Thaïlande. Donc, nous avons une vision globale, mais chaque ministère a des groupes de travail différents. Et donc, nous cherchons à créer des ponts entre les agences gouvernementales avec aussi le secteur privé et l'université. Donc, à mon avis, il faut continuer à plaidoyer pour une plateforme multi-parties prenantes qui réunit vraiment l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire. À mon avis, c'est le plus important pour moi. Et dans le passé, nous avions beaucoup de soutien de la part du ministère pour encourager les entrepreneurs, mais il nous manque un cadre juridique de base, notamment
un cadre pour mobiliser des ressources financières afin d'inciter les consommateurs, par exemple, et les autres acteurs. Il faut aussi intégrer les consommateurs. Les producteurs, c'est pas assez. Si on veut faire avancer l'économie circulaire, il faut vraiment intégrer les consommateurs dans le projet pour qu'ils soient actifs et sensibilisés et investir. Voilà, donc c'est difficile, bien sûr, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille tous ensemble dans le cadre d'un agenda commun qui est aligné entre l'ensemble donc des acteurs. Merci. Merci beaucoup. Ensemble, donc. Nous avons bien compris que c'était le mot-clé pour vous. Travailler tous ensemble sur cette question. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Lai, qui travaille donc au Vietnam, donc, et en tant que producteur donc de commentaires et de producteur de politique publique dans le domaine de l'économie circulaire. Oui, merci. Tout à fait. Nous avons étudié un certain nombre de propositions dans le passé, de politiques sur l'économie circulaire, et nous avons identifié beaucoup d'enjeux au Vietnam, au sein du gouvernement vietnamien. Et la transition que nous mettons en place, par exemple, fait face à des problèmes d'éducation et d'expérience des parties prenantes. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à ce concept, y compris du secteur économique privé? Comment est-ce qu'on peut aligner le secteur public et privé, puisque les comment intégrer le principe d'économie circulaire dans les développements de projets, dans les plans de direction. Et ça marche aussi du côté des collectivités territoriales. Donc ça, c'est essentiel. Comment intégrer ce concept à la base, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ensuite, la fragmentation des politiques et des ressources financières est un très gros problème. Autre problème également, le manque de technologie pour nous. Comment est-ce qu'on peut identifier des technologies sur le marché qui peuvent nous aider? Comment créer des incitations pour encourager l'ensemble des acteurs à créer de l'économie circulaire? Ça, c'est difficile. Parfois, on sait que l'économie circulaire est bonne pour l'économie et pour l'environnement, mais nous avons besoin de technologies et de financement pour cela. Par exemple, qu'en est-il du concept de greenwashing donc, C'est facile de mettre en avant un certain nombre de concepts environnementaux, mais qui ne servent pas à grand-chose. Donc, il faut faire attention à cela, notamment au sein du secteur privé, et créer un certain nombre donc de règles pour avancer sur une compréhension commune réelle du principe de circularité. Et donc, c'est difficile de mettre en place des incitations claires. Et enfin, au niveau mondial, au niveau de l'ASEAN, nous avons aussi d'autres défis. Par exemple, sur le principe de la circularité, nous manquons de standards internationaux au sein de l'ASEAN sur les produits recyclés, sur les méthodes de recyclage. Comment créer donc ces normes et ces produits dans le cadre d'une économie circulaire? Par exemple, si elles viennent d'un autre pays, comment est-ce qu'on fait pour le labelliser? Et si on n'a pas de normes communes? Donc ça aussi, c'est un des défis que nous avons au niveau international pour nous. Par exemple, nous avons donc un certain nombre. Il y a d'autres zones qui ont des normes communes. Et autre obstacle encore, la
volonté politique au niveau mondial, problème au niveau financier, problème au niveau du marché. Voilà, tout ça, ce sont des défis que nous devons relever au Vietnam. Donc, il faut avancer étape par étape pour surmonter ces épreuves pour le Vietnam, pour l'ASEAN également. Merci. Merci beaucoup. Donc là, vous avez parlé des différences, là. Il y a un certain nombre de différences à gérer également. Monsieur Kojima, est-ce que vous le souhaitez ajouter un commentaire? Oui, merci. Donc, nous avons discuté sur large éventail de sujets. Et comment dirais-je? Oui, nous n'avons pas discuté de questions des commerces des produits recyclés ou bien matières recyclées. Et jusqu'à quelle étape on peut retraiter et quelles sont les qualités exigées pour faire le commerce international. Donc, ce ne sont pas des déchets qui seront exportés, importés, mais ce sont des matières recyclées qui seront propres et utilisables. Et pour les pays petits tels que Cambodge, où le prix de l'électricité est élevé, donc il est difficile de recycler les plastiques dans le pays. Donc, il faudrait établir un système de recyclage sur les matières plastiques qui coûtent beaucoup d'énergie. Et concernant les normes industrielles, dont je viens de parler, et il faudrait harmoniser la qualité des matières recyclées. Donc, ça sera un point important à réaliser dans le futur. Et pour éviter greenwashing, blanchissement vert, il faudrait harmoniser et il faudrait travailler en coopération avec tous les pays asiatiques. Merci beaucoup. L'heure est venue. Donc, mais comme nous avons démarré assez tardivement, donc nous avons reçu beaucoup de commentaires qui sont riches et utiles et précieux. Et nous avons eu des informations sur les actions entreprises dans chaque pays. Et pour clore, j'invite chaque intervenant de parler en quelques mots pour clore notre session. Les actions à prendre, c'est ça? Agir pour la Thaïlande, rapidement. Monsieur Lai, du Vietnam. Yes, in Vietnam, Oui, au Vietnam, le plus important, c'est la coopération entre le Vietnam et c'est la collaboration entre le Vietnam et les pays développés, notamment le Japon. Apprendre des politiques publiques du Japon et amener ces concepts au Vietnam et les appliquer concrètement dans la législation sur l'économie circulaire. Mais comment passer de l'analyse scientifique à la politique et de la politique publique à la pratique, c'est aussi un gros problème. Donc, passer à la pratique, c'est important. Merci beaucoup. Monsieur Lao des Philippines. Merci beaucoup. Oui, l'étape suivante, il y a tant de choses à faire et si peu de temps. Mais ce qui est plus important dans la transition vers l'économie circulaire, c'est l'harmonisation et la synchronisation. Nous devons
que tous soient à bord et soutiennent ce projet. Et on peut le faire qu'avec la sensibilisation et l'éducation des gens. Note sur la responsabilité. Nous avons d'autres politiques qui sont aussi lancées, d'autres feuilles de route qui sont actuellement prêtes à être déroulées. Et il faut faire passer ces feuilles de route de l'état de théorie à des plans d'action et pour atteindre peut-être pas un cercle parfait dans l'économie circulaire, mais au moins pour atteindre à terme, rentrer sérieusement dans cette transition pour le futur, pour qu'on soit un système qui fonctionne. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est une accumulation de petites étapes pour une grande ambition. Merci beaucoup, Monsieur Kitazume. Oui, tout à l'heure, Monsieur Lai en a parlé, c'est la pratique, hein, c'est essentiel, évidemment, la pratique. Et nous aussi, comme on fait du business, c'est aussi très important pour nous, la pratique, bien sûr. Donc, nous avons entendu de très nombreuses interventions positives de la part de l'ensemble des intervenants. Et évidemment, il y a des besoins et le secteur privé doit répondre à ces besoins. Il y a de très nombreux enjeux sur cette question. Lorsqu'on fait des études de faisabilité et qu'on les étudie sérieusement, on peut faire une évaluation de l'ensemble des problèmes. Donc nous aussi, nous faisons ces études de faisabilité et nous allons devoir les faire plus en détail maintenant. Et nous souhaitons vraiment pouvoir contribuer à cette économie de façon à ce qu'à travers une compétition saine dans le secteur privé, on puisse faciliter et répondre aux besoins de tous. Merci beaucoup. Monsieur Kojima, en tant que chercheur sur notamment la zone d'Asie du Sud-Est, j'ai pu étudier de très nombreux mécanismes et j'espère que je pourrai partager ces expériences à l'avenir. S'il y a des bonnes pratiques que vous mettez en place déjà, j'aimerais que vous nous les appreniez et qu'on puisse partager ensemble en tout cas. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous les intervenants sur l'économie circulaire et l'ensemble des interventions qui ont eu lieu. Je souhaiterais remercier du fond du cœur l'ensemble des participants et conclure par le mot « together », donc tous ensemble, afin que nous puissions prendre la vague, ce marché qui est en pleine expansion. Et je souhaiterais conclure en vous remerciant de votre participation et du temps que vous avez consacré à ce séminaire. Nous clôturons ainsi cette séance sur l'économie circulaire. Merci. Merci, Monsieur Adachi, et merci à tous les intervenants. L'heure est venue, ainsi pris fin à cette session. Donc, nous allons prendre maintenant une pause de 8 minutes. La session reprendra à partir de 15h15, l'heure de Japon. Quant à la scène verte, dans la salle voisine, des entreprises japonaises présenteront leur technologie de dernier cri pour la gestion de l'environnement et des services et technologies qui contribuent au développement des pays en voie de développement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter la salle à côté. Et les visiteurs qui quittent le lieu sont priés de remettre leur écouteur à l'accueil ou y revenir avant 15h15. Merci.